Bonjour Henri Broglio. Bonjour. Bon, merci beaucoup de passer par les studios du Figaro. Est-ce que vous en voulez à Nicolas Sarkozy d'avoir permis ce mécanisme de la reine à travers cette loi qu'on appelle la loi NOM, qui a créé donc ce mécanisme si préjudiciable à EDF? J'ai du mal à dire que j'en veux à Nicolas Sarkozy. Enfin, ce que je me suis permis de dire à la commission d'enquête parlementaire, à laquelle j'ai accepté de répondre, puisque j'ai été convoqué. Ou à parler Nicolas Sarkozy également. Absolument. On n'a pas beaucoup divergé sur le diagnostic qu'on a fait. Mais sur la reine. Sur la reine, j'en veux, au fond, tout le principe même de la reine, c'est-à-dire le principe de l'ouverture à la concurrence, de la concurrence qui fait le bonheur des peuples, et de toute cette démarche qui a conduit à cette réglementation absurde. Cette démarche, elle est européenne. Je l'ai dit à la commission d'enquête. Au fond, la question qui m'était posée, c'est à qui doit-on la perte de souveraineté de la France en matière énergétique? Bon, la réponse est simple. On le doit à l'Europe et au gouvernement français. L'Europe, qui a érigé en principe, je dirais, les grandes lignes de ce qui est aujourd'hui la politique européenne de l'énergie, enfin, si on peut appeler ça une politique, et le gouvernement français qui n'a pas défendu la France. Alors, en Europe, les Allemands ont guidé la démarche européenne, parce que, au fond, c'est une démarche allemande qui a conduit à cela, et qu'on peut expliquer assez facilement par la situation spécifique de l'Allemagne dans ce domaine-là. Et la France, au fond... Donc je regrette que le gouvernement français n'ait pas défendu la France. Qui était donc le gouvernement de François Fillon à l'époque. Qui était le gouvernement Fillon, puis les gouvernements successifs. Pire encore. Est-ce qu'il faut arrêter la reine? Oui. C'est possible? Mais tout est possible. Enfin, encore une fois, est-ce que la France a vocation à reprendre au fond, sa souveraineté, à rétablir sa souveraineté industrielle et sa souveraineté énergétique, qui est beaucoup plus encore qu'industrielle, c'est la souveraineté du pays dans le domaine de l'énergie? Oui ou non? Si oui, alors revoyons les règles. Est-ce que vous pensez... Sinon, arrêtons de nous plaindre. Est-ce que vous pensez que les dirigeants français, les dirigeants actuels en France, ont cette volonté, ont réellement cette volonté? Compte tenu de la catastrophe qu'a été la politique européenne et l'application en France de la politique européenne de l'énergie, je crois que personne ne peut douter que n'importe quel gouvernement aurait cette ambition. Est-ce qu'ils en auront la volonté? C'est autre chose. La détermination, c'est encore autre chose. Le courage? Et le courage, c'est encore la troisième étape. Vous y croyez? Il m'arrive de rêver, pas tous les jours. Est-ce que si on arrête la reine, le consommateur ne risque pas d'être, lui, perdant? Non. Le consommateur, il est perdant. De toute façon, il l'a été perdant depuis 10 ans. Depuis l'arrivée de cette réglementation. Nous avions un système qui fonctionnait parfaitement, qui donnait à chaque Français l'énergie dont il avait besoin, avec la même qualité, avec la même qualité de service, la même, je dirais, quantité dont il avait besoin, et à un même prix. C'était le service public de l'électricité. Ça a été voulu en 1946 par le gouvernement de l'époque, communiste et gaulliste, et c'est comme ça qu'a été conçu le système français de l'énergie, c'est-à-dire de l'électricité. Un système intégré dans lequel on avait une ambition, c'est-à-dire l'indépendance, la compétitivité du territoire et l'égalité de tous devant le service public, donc la création d'un service public de l'électricité. C'était des défis incroyables à l'époque, en 1946. Ils ont été remplis, et ça a donné à la France une force considérable. C'est-à-dire à la fois une indépendance énergétique dans le domaine de l'électricité, en tout cas, une compétitivité, puisqu'on était 2,5 fois moins cher que l'Allemagne en matière électrique, et donc l'attractivité pour l'industrie et une attractivité pour la population, et enfin un service public qui faisait référence dans le monde. Le quatrième défi, comme je l'ai expliqué, celui des émissions de gaz à effet de serre, a été atteint sans qu'on l'ait même voulu. Vous parlez beaucoup de l'Allemagne. Vous êtes de ceux qui expliquent que les risques de rupture d'approvisionnement en électricité l'hiver dernier, la hausse des prix de notre électricité, sont en partie dus à l'Allemagne? Non, ils sont en partie dus au fait que EDF a eu un parc électronucléaire qui a mal fonctionné. Ça, c'est une donnée, une
technique qui est incontestable. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas fait Non. les travaux qu'il fallait. Non, ça c'est faux. Non. C'est faux. Oui, c'est faux. EDF a toujours fait les investissements et consenti aux investissements nécessaires à l'entretien en bon état de marche du parc. Ça, c'est sûr. Mais les caractéristiques de ce parc nucléaire sont bien connues et les contraintes auxquelles il est soumis sont bien connues aussi. L'autorité de sûreté nucléaire a augmenté ses exigences en matière de gestion du risque et notamment en matière de paramètres techniques. Bon, on a découvert des corrosions contraintes d'une partie des installations du parc nucléaire qui ont amené à une révision, je dirais, d'un certain nombre de réacteurs. Il y a des travaux sur ces réacteurs qui ont été nécessaires du fait de ces corrosions. Alors, ces corrosions sont liées à une malfaçon au départ, c'est clair, et puis aux exigences supplémentaires de sécurité. EDF y a été confronté, je le reconnais. Donc, on ne peut pas dire qu'EDF ait renoncé à faire des investissements, non. Il a fallu faire des investissements supplémentaires par rapport à ce qui était prévu, mais ce n'est pas ça qui a provoqué la baisse de capacité de production. Toujours est-il que l'EDF s'était habitué. On avait, quand j'ai quitté la maison, on avait une capacité de production électronucléaire de l'ordre de 420, 430 TWh. On est descendu à 230, 250 l'année dernière. Et donc, il est clair qu'il a fallu importer de l'électricité alors qu'on était naturellement exportateur. Mais ça sera corrigé. Est-ce que vous attendez quelque chose du recours de l'association de consommateurs CLCV ? Elle vient de déposer un recours devant le Conseil d'État. Elle prétend que certains fournisseurs d'électricité, qui ne sont pas EDF, ont fait gonfler artificiellement les factures. Bon, on découvre des évidences. On a créé les conditions pour que... C'était des évidences qui, pour les consommateurs, n'étaient pas, en tous les cas, n'étaient pas claires. C'est pour ça. Mais qu'est-ce qu'un consommateur ? C'est un individu normalement constitué comme vous et moi. On consomme de l'électricité. On a eu un matraquage de communication depuis 10, 15 ans, inouï en matière de tromperie. Venez, oyez peuple, la concurrence fait baisser les prix. C'était exactement l'inverse. Mais venez, nous, on vous vend de l'électricité verte à moins 10%. Elle était verte comment ? Parce que c'était l'électricité d'EDF. Et puis, comme on l'achetait à moins 40% EDF, on pouvait la vendre à moins 10%. Et donc, tout ça, c'est, au fond, de la tromperie. Dans la tromperie, il n'y a pas de limite. Après que les gens se soient permis d'aller au-delà de toutes les lignes blanches en matière de tromperie, ça n'a rien d'étonnant. Est-ce que j'en entends quelque chose ? J'attendrai quelque chose de la réaction d'un gouvernement qui dirait on arrête ça. Moi, quand je vois qu'on continue de nous vendre du gaz vert, de l'électricité verte... Si, par exemple, le Conseil d'État suit le recours de la CLCV, ça peut mettre un coup d'arrêt à ce genre de situation ? Alléluia. Est-ce que vous attendez quelque chose de la mission d'information du Sénat ? Elle s'intéresse à la régulation du prix de l'énergie et aux 8 milliards d'euros de manque à gagner pour EDF. Oui, que le Sénat fasse son boulot, ça me paraît nécessaire et souhaitable. Comme l'Assemblée l'a fait d'ailleurs, très très bien, dans le rapport. Mais ça sert à quelque chose, Mais écoutez, on va le voir. Vous pensez que ça peut servir à quelque chose ? Ça devrait servir à quelque chose. ça c'est une chose. Mais est-ce que vous pensez que ça servira à quelque chose ? Est-ce que le Parlement sert à quelque chose ? Je vous pose la question. J'ai tendance à dire que j'espère que oui. Il y a quelques mois, l'ancien directeur exécutif d'EDF, que vous connaissez, Hervé Macheneau, déclarait à votre place « Les traders se sont nourris du sang d'EDF ». C'est aussi votre avis ? Bien sûr. Ils ne sont nourris que de ça. Ils sont nourris... enfin, pas uniquement. Ils sont nourris aussi sur le dos du public, sur le dos du consommateur. Alors, est-ce que ça vient d'EDF ou du consommateur ? Un peu les deux, mon général. Tous les profits étaient indus. Donc. On parle depuis tout à l'heure justement des questions européennes et de la possibilité de faire évoluer les mécanismes. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la réunion des ministres européens de l'énergie à Luxembourg en Ça, certainement pas. Alors là, vous êtes catégorique. Oui. Pourquoi ? Parce qu'aucun n'a les mêmes intentions ni les mêmes intérêts que l'autre. Alors ça va être... On va passer plus de temps à la rédaction du compte-rendu qu'à discuter du fond des sujets.
Pourquoi l'Europe ne semble pas aimer EDF? C'est la formule que vous avez employée lors de votre audition devant la commission d'enquête qui vise à établir les raisons de la perte de la souveraineté énergétique. Et que l'Europe n'aime pas EDF, ça ne m'étonne pas non plus. On avait un atout compétitif considérable par rapport à tous les pays européens. On ne peut pas leur demander d'être, je dirais, à les ce autres point pays pervers. européens, mais les institutions européennes. Mais ça n'existe pas, les institutions, elles sont fabriquées par les pays. Les institutions, elles obéissent à des intérêts. On voit bien que les intérêts français ne sont pas défendus par les institutions européennes. Donc, les Allemands qui avaient complètement échoué, j'allais employer un mot plus grossier, dans leur politique énergétique, l'énergiewende allemande a été une catastrophe, a ruiné l'Allemagne et ses électriciens, ne pouvaient pas supporter qu'il y ait à leurs frontières un outil aussi compétitif, aussi structurant et aussi fort qu'EDF. C'est clair. Donc, il était naturel que les Allemands cherchent à détruire EDF. Est-ce que, alors vous dites que les Allemands ont cherché à détruire EDF, est-ce que vous avez été témoin de cette volonté de destruction? Est-ce que vous avez eu des exemples? Mais constamment. Par exemple toute la réglementation a été voulue pour ça. Donc, au fond, on a menti depuis le début. On savait très bien que la concurrence ne créait pas le bonheur des peuples. On savait très bien qu'il ne se passerait pas dans les industries de réseau, de gaz et d'électricité, qui s'était produit dans les télécoms, où, par la concurrence, on avait amené un volume supplémentaire d'offres. On ne peut pas offrir plus de volume d'électricité avec le même réseau, ni plus de volume de gaz avec les mêmes structures de livraison. Donc, au fond, on voit bien que ce n'est pas parce qu'on a un tuyau d'eau qu'en créant de la concurrence, on va augmenter le volume apporté par le tuyau. Donc, au fond, on a menti aux gens. On leur a dit, vous allez voir, la concurrence va créer un appel d'air et va vous permettre de payer moins cher. On savait très bien que ce serait l'inverse. On s'est beaucoup mobilisé sur ce sujet-là, avec le succès que vous constatez d'ailleurs, en disant, mais attendez, c'est n'importe quoi. Ensuite, la réglementation, qu'est-ce que ça a été, la réglementation? Ça ne suffisait pas. Bon. Il fallait contraindre EDF à vendre sa propre production à ses propres concurrents à un prix en dessous de son coût de revient. J'ai assisté à cela avec l'amertume que vous imaginez. Mais vous n'avez pas voulu, justement, aux dirigeants français de ne pas défendre EDF et de ne pas défendre... Sarkozy, c'est ce que je vous dis. J'en veux pas aux Allemands qui ont défendu l'Allemagne. J'en veux aux Français qui n'ont pas défendu la France. Les Français, les dirigeants français, qu'est-ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là? Lesquels? Parce qu'il y en a tellement eu. Alors, on va commencer. On parlait de Nicolas Sarkozy. Non, mais Nicolas Sarkozy, il a quitté la présidence en 2012. C'est à ce moment-là que le mécanisme a été mis en place. 2011, oui, mais c'était au départ. On pouvait encore imaginer que ça n'aurait pas ces conséquences dramatiques, même si on avait attiré l'attention. Mais on pouvait légitimement penser que les politiques pouvaient ne pas adhérer à la démarche d'un groupe qui pouvait être supposé défendre ses propres intérêts. Pas du tout. Donc, c'est à la lumière de ce qui se passait. Vous ne pensez pas qu'à ce moment-là, Nicolas Sarkozy l'a fait pour justement... vous a sacrifié sur l'autel du Mercosur et de l'entente avec l'Allemagne? Sacrifié, c'est un bien grand terme. Enfin, c'est pas... Mais je pense qu'il a été en partie sous contrainte de la bonne entente franco-allemande, mais que de l'autre côté, s'il avait anticipé les conséquences pour le peuple français, il aurait probablement résisté un peu plus. Donc, j'en veux plus à ceux qui l'ont conseillé qu'à sa vision stratégique et politique des choses. On dit que vous aviez des bonnes relations avec Jean-Marc Ayrault, donc c'était pas avec lui. Et vous avez fait valoir le problème à ce moment-là, Matignon? Mais je l'ai fait valoir à tous les niveaux. Et pendant toute ma présidence, j'ai passé 5 ans à la tête de cette maison, j'ai fait valoir mes arguments auprès de tous mes interlocuteurs. On a réussi à gagner quelques petites batailles. On a perdu la guerre, mais les petites batailles, c'était éviter qu'on lance véritablement les appels d'offres sur la gestion des barrages. On a gagné quelques années. On a gagné le fait que je suis parti sans avoir fermé Fessenheim. Mais c'était des batailles homériques à chaque fois qu'il fallait gagner un centimètre. Il y a eu deux ministres de l'économie sous François Hollande. Il y a eu notamment Emmanuel Macron. J'imagine que vous aviez discuté avec lui de ce problème. Oui, mais on discute avec les ministres, avec les administrations. L'administration était totalement, mais complètement à côté de la plaque. Donc les ministres, ils écoutent d'abord leur administration. Et gagner à la loi de la concurrence, l'administration publique française. Oui, bien sûr.
Bruxelles tarde toujours à faire preuve de cohérence sur le nucléaire, puisque en mars cette année, l'Union européenne a présenté son plan pour l'industrie verte, qui est le Net Zero Industry Act, et elle considère que le nucléaire donc, est une technologie zéro émission. Ça, j'imagine que ça doit vous réjouir. Mais ça ne me réjouit pas, c'est une évidence. Alors, on peut toujours se réjouir qu'une évidence soit pas remise en cause, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps. Enfin, voilà. Dire qu'on peut se satisfaire de ça, non. Mais... Justement, Bruxelles n'intègre pas le nucléaire dans ses technologies stratégiques à développer en Europe d'ici 2040. Par définition. Oui, c'est la faute des Allemands ou c'est la faute de tous. Et de la France qui ne défend pas son avantage. La France est naturellement en minorité. Quels sont les pays nucléaires en Europe? Alors, fut un temps lointain, 2005-2006, où les Italiens voulaient prendre le contrôle de Suez. C'était une époque lointaine. Moi, je m'étais dit à l'époque, et je l'avais dit au président de la République de l'époque, écoutez, franchement, j'étais pas du tout concerné, j'étais président de Veolia. Par conséquent, j'étais pas du tout en charge d'EDF, ni de près ni de loin, et je lui avais dit, Monsieur le Président, je pense que le fait d'avoir 2 grands pays européens pro-nucléaires, engagés dans le nucléaire, renforcerait probablement la position de la France dans ce domaine. D'aucuns se sont mobilisés contre cela. On a crié au loup, attention, les Italiens, c'était pire qu'un débarquement de Normands, c'était une catastrophe qu'il faut protéger. On a même sacrifié Gaz de France à la protection du Suez de l'époque, qui a coulé quand même corps et bien entre-temps. Bon. On a complètement raté une opportunité fantastique d'avoir 2 grands pays pour défendre le nucléaire. Parce que c'est pas la Belgique. La Belgique, c'est pas un pays, d'abord. Et puis, deuxièmement... c'est les Belges. Non, mais je le dis parce que non, les Belges eux-mêmes le disent. C'est une fédération, c'est pas un pays. Enfin, donc, la Belgique est une petite fédération d'États qui n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. A fortiori, alors dans le nucléaire, ils ont 2 malheureuses centrales. Et c'est tout. Parce que pour le reste, les autres pays nucléaires sont en Europe centrale et orientale. Il n'y a personne pour défendre le nucléaire en Europe. Donc vous avez des Britanniques qui sont sortis de l'Europe, qui ont pris l'option nucléaire sous réserve que ce soit EDF qui construise le nouveau nucléaire. Mais pour le reste, vous n'avez rien. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, dans un autre domaine, Henri Proglio, de bénéficier de prix d'électricité intéressants sans acheter du gaz russe ou du gaz algérien? Il suffit de se référer à ce qu'a fait la France pendant 30 ans, 50 ans. On a vécu sans utiliser du gaz pour produire de l'électricité. On avait 75-76% de nucléaire, 14%, 13% d'hydraulique. Le reste, c'était pour la pointe, un peu de fioul, un peu de gaz, un peu de charbon, propre d'ailleurs. On a vécu comme ça. Donc il faut augmenter la part du nucléaire. Il ne faut pas la diminuer en tout cas. Et ça c'est clair. Les énergies renouvelables, vous y croyez ou pas? Ça dépend où. En France, on va dire que la part des énergies renouvelables justifie les efforts financiers qui sont faits pour elles. D'abord parce qu'on a donné la priorité d'accès au réseau, enfin c'est un sujet technique, au renouvelable, et donc pour que le renouvelable ait la priorité d'accès au réseau, il faut que quand il y a du vent ou quand il y a du soleil, il puisse prendre la place qu'il y a sur le réseau, et donc on oblige le nucléaire à être flexible, et donc il y a un surcoût pour l'énergie nucléaire qui est à l'optimum quand elle est en capacité de production constante. Le nucléaire, s'il est soumis à des aléas, donc on a un surcoût provoqué par le renouvelable et de la réglementation favorisant le renouvelable, qui coûte très cher aux consommateurs français. Et puis, la part dont on a besoin pour produire notre électricité n'est pas à ce point importante pour qu'il faille y consacrer des moyens considérables. Je considère que la part du renouvelable, intrinsèquement, si on avait maintenu le cap de la stratégie française en matière d'énergie électrique, au sens large, parce qu'on pourrait améliorer un peu la part aussi de l'hydro. On pourrait avoir monté à 15-16% d'hydro. Parce qu'on va avoir besoin, en tout cas, de tout ça, parce que de toute façon, la part de l'électricité et de l'énergie électrique va augmenter dans les années à venir. Et bien entendu, alors qu'on a prétendu le contraire pendant des années. Puisque
la Direction générale de l'énergie me soumettait, quand j'étais président d'EDF, à une doctrine Vous ne prévoyez qui pas les voitures électriques à l'époque? prévoyait tout et le contraire de tout. Donc il fallait qu'on baisse la capacité nucléaire parce que la demande d'électricité allait baisser. C'était la doctrine, c'est comme ça. C'est écrit. Donc on peut m'accuser de mauvaise foi, c'est même pas le cas. Donc si vous voulez, il y aura un besoin d'électricité supplémentaire. Donc, mais encore une fois, appelons les énergies efficaces. Vous vous réjouissez que l'État redevienne actionnaire à 100% d'EDF sur demande du Parlement? Pourquoi? Parce que je ne vois pas pourquoi, à 85%, il n'avait pas les moyens de ses ambitions. Merci beaucoup, Henri Proglio. Merci beaucoup d'être Merci venu sur le plateau de Point de Vue et justement d'avoir défendu votre point de vue sur cette question. J'ai une question. Est-ce que vous déplorez le déclin du courage en Occident? Oui. Oui. Eh ben, pour l'instant, vous allez voir, il y a des exemples, il y a des contre-exemples. Ils s'appellent Maxime Blasco, Henri d'Anselme, Hubert Germain. Leur point commun, c'est leur héroïsme, leur courage. Et pour certains, cette valeur célébrée en détail dans ce livre, cette valeur, c'est le sacrifice, à l'image d'Arnaud Beltrame.